Nous allons aborder les points principaux de la paralysie faciale et surtout les points les plus difficiles. Pour comprendre la paralysie faciale, il va falloir d'abord comprendre son anatomie. C'est le point le plus important pour pouvoir interpréter toute paralysie faciale, périphérique ou centrale. Donc pour commencer, on va voir que le nerf facial sort, comme on le voit dans le schéma, de l'angle ponto-cérébelleux. Là, c'est la première portion, c'est-à-dire la portion intracérébrale. Ensuite, le nerf facial va rentrer dans l'os de l'oreille, c'est-à-dire l'os du rocher. Et là, ça sera la portion intrapétreuse ou intratemporale. Tous ces termes veulent dire la même chose, en fait. Et enfin, il aura une portion parotidienne. Donc, c'est-à-dire, il sort de l'angle ponto-cérébelleux. Il va ensuite, comme on peut le voir sur le schéma, dans l'os du rocher, c'est-à-dire l'os de l'oreille. Et ensuite, il va à la parotide. Une chose très importante à comprendre aussi dans l'anatomie du nerf facial, c'est qu'à l'intérieur du rocher, il va faire plusieurs coudes. C'est-à-dire qu'il a un chemin qui est assez tortueux, il va se couder à 2 reprises. D'une part, au moment à l'arrivée du ganglion géniculé, lorsqu'il va dans le ganglion géniculé, et d'autre part, lorsqu'il se trouve à côté des canaux semi-circulaires. Une autre chose très importante à comprendre dans l'anatomie du nerf facial, c'est que dans son trajet à l'intérieur de l'os du rocher, il y a plusieurs coudes. C'est-à-dire que dans l'os de l'oreille, dans lequel le nerf facial va pénétrer, il va se tordre, ou plutôt avoir un trajet tortueux, à 2 reprises. D'une part, il va arriver au ganglion géniculé, où il va faire un coude. Ensuite, il va arriver au canal semi-circulaire, où il va faire un autre coude, avant d'arriver au trou stylomastoïdien. Ces trajets sont très importants parce qu'à l'intérieur de l'os de l'oreille, c'est là où il va donner naissance à la plupart de ses branches. Et ces branches vont donc expliquer les fonctions du nerf facial. Ce qui nous permettra donc de comprendre que ce nerf est un nerf mixte, c'est-à-dire qu'il a plusieurs fonctions. D'une part motrice, sensitive, sensorielle et végétative. Et toutes les branches sortent du nerf facial au moment où le nerf facial se trouve dans l'os du rocher. La partie motrice, c'est-à-dire que le nerf facial va innerver les muscles de la face, les muscles paussiers, les muscles du cou, et donner aussi une branche pour innerver le muscle de l'étrier. Concernant la partie sensitive, le nerf facial va innerver la zone de Ramsay-Hunt. Donc c'est une zone au niveau de l'oreille, du pavillon de l'oreille, du tragus. C'est la partie sensitive que le nerf facial innerve. Concernant la partie sensorielle, qui est très très importante à comprendre, le nerf facial va donner, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le trajet intrapétreux, c'est-à-dire dans l'os de l'oreille, il va donner la corde du tympan. Donc c'est une branche qui va s'occuper de la partie gustative de la langue. Les 2 tiers antérieurs de la langue sont aux dépens du nerf de la corde du tympan qui vient du nerf facial lors de son trajet intrapétreux. Et enfin, la partie végétative, c'est-à-dire que le nerf facial va donner des branches végétatives qui vont permettre la sécrétion de plusieurs glandes. D'une part, les glandes lacrymales, d'autre part, les glandes salivaires maxillaires, les glandes parotidiennes, ainsi que les muqueuses nasosinusiennes de la face. En ce qui concerne toutes ces branches qui ont donc ces différentes fonctions, motrices, sensitives, sensorielles ou végétatives, d'après ça, nous allons pouvoir localiser l'atteinte du nerf facial. Selon donc l'atteinte, si l'atteinte est purement motrice, ou si l'atteinte est motrice et sensitive, ou si elle est motrice, sensitive et sensorielle, tout ceci va nous permettre de localiser l'atteinte du nerf facial, en particulier à l'intérieur de l'os du rocher. Une autre difficulté de la paralysie faciale est de faire la différence entre la paralysie faciale centrale et périphérique. Tout le monde sait que la paralysie faciale périphérique atteint le nerf facial supérieur et inférieur. Et beaucoup de gens pensent que la paralysie faciale centrale n'atteint que le nerf facial inférieur. Or, ceci est faux. Il atteint le nerf facial inférieur et un peu le nerf facial supérieur, mais pas complètement. Pour comprendre la différence entre les deux, elle est simple.
il faut voir que au niveau du noyau du nerf facial, les afférences ne sont pas les mêmes concernant le facial supérieur et le facial inférieur. Le facial supérieur a des afférences qui viennent des deux hémisphères. Donc vous avez le noyau du nerf facial supérieur, il y aura des afférences de l'hémisphère contralatéral et homolatéral. Concernant le facial inférieur, il n'aura des afférences que contralatérales. Donc si vous avez une atteinte centrale, vous n'aurez principalement que une atteinte du facial inférieur et un peu aussi une atteinte du facial supérieur, mais pas complète, comme dans la paralysie faciale périphérique. Un signe clinique qui est simple et qui est pathognomonique de la paralysie faciale périphérique est le signe de Charles-Bell. Vous ne le retrouverez jamais dans la paralysie faciale centrale, et si vous le trouvez, ceci signifie que le patient a une paralysie faciale périphérique. Ce signe est lorsque l'on demande au patient de fermer les yeux, ce patient ne peut pas les fermer les yeux, mais a son œil qui va vers le haut et vers le dehors. En effet, c'est un réflexe de protection de la cornée de l'œil. Le patient va chercher à protéger sa cornée en le mettant sous la paupière supérieure. Donc ce signe est le signe de Charles-Bell que vous ne retrouverez que dans la paralysie faciale périphérique. Donc la paralysie faciale périphérique et la paralysie faciale centrale, on peut les différencier d'une autre manière qui s'appelle la dissociation automatico-volontaire. Lors d'une paralysie faciale centrale, lors des mouvements involontaires, spontanés du patient, il se peut que la paralysie faciale ne soit pas très apparente. Par exemple, si le patient sourit involontairement, on ne va pas le voir. Alors que lorsqu'on va lui demander de sourire volontairement ou de faire un geste volontaire, cette paralysie va s'accentuer. Et ça, c'est ce que les gens appellent la dissociation automatico-volontaire. C'est-à-dire que la paralysie faciale est plus visible lors des mouvements volontaires. Une autre différence entre la paralysie faciale centrale et périphérique est l'absence d'atteinte neurologique associée dans la paralysie faciale périphérique. C'est-à-dire que dans la paralysie faciale centrale, vous aurez très souvent des atteintes d'autres paires crâniennes, des atteintes sensitives ou motrices, des voies longues, ce que vous ne retrouverez pas dans la paralysie faciale périphérique. C'est-à-dire que la paralysie faciale centrale sera souvent associée à des signes neurologiques. Le pronostic de la paralysie faciale est dominé par l'atteinte ophtalmologique. Ce n'est pas le nerf facial, ce n'est pas l'atteinte du nerf facial qui est la plus grave, mais plutôt l'atteinte ophtalmologique qui est la conséquence de la paralysie faciale. Elle est la conséquence par deux mécanismes différents. D'une part, la diminution du clignement. Parce que lorsque nous allons demander à la personne de cligner, elle ne va pas réussir à le faire. En effet, le nerf facial, comme nous avons vu tout à l'heure, donne des branches motrices, et parmi ces branches motrices sont la branche pour les muscles orbiculaires de la paupière qui permettent de fermer les paupières. L'atteinte ophtalmologique est aussi due à une diminution de la sécrétion des glandes lacrymales. Tout à l'heure, nous avons vu que le nerf facial permettait de donner des branches pour les glandes lacrymales. Et lorsque nous avons une paralysie faciale, ces branches lacrymales sont atteintes et donc il y a une diminution de la sécrétion lacrymale et une diminution de la protection de la cornée. Donc par ce double mécanisme, la diminution du clignement de l'œil et la diminution des sécrétions lacrymales, l'œil est sujet à des complications très graves, en particulier la cornée, c'est-à-dire des érosions, des ulcères, même parfois des perforations ou des infections qui peuvent être très très graves. D'où l'urgence de protéger l'œil le plus rapidement possible par une fermeture ainsi qu'une pommade que l'on applique sur l'œil le matin et le soir pour pouvoir protéger la cornée de toute ulcération. Enfin, une dernière chose à souligner concernant l'atteinte du nerf facial, c'est l'atteinte du muscle de l'étrier. Cette atteinte du muscle de l'étrier, en fait, elle va s'exprimer par une abolition du réflexe stapédien. À quoi sert ce nerf? Ce nerf donc va permettre de mobiliser le muscle de l'étrier, qui est le muscle de l'étrier, donc qui va permettre de faire bouger le dernier osselet qui est l'étrier. Le réflexe stapédien, c'est un réflexe qui s'active lorsqu'il y a un bruit trop important qui arrive à l'oreille, c'est-à-dire
un bruit supérieur à 80 décibels, l'oreille va alors chercher à se protéger de ce bruit-là. Donc pour ne pas transmettre ce bruit très important, que va faire l'étrier, qui est donc le dernier osselet de la chaîne des 3 osselets qui se trouve dans la cage du tympan? Il va se bloquer et empêcher la transmission de ce bruit très élevé. Si le muscle de cet os-là est atteint, à ce moment-là, il n'y aura plus d'abolition de ce réflexe. Or, ce muscle est innervé par une des branches du nerf facial. Donc, dans l'atteinte du nerf facial, lorsque vous avez une atteinte du nerf facial périphérique et que celle-ci est en amont de la naissance du nerf du muscle de l'étrier, alors il peut y avoir une abolition de ce réflexe et les patients vont se plaindre d'une hyperacousie, c'est-à-dire qu'ils vont entendre les bruits plus forts qu'une personne normale.